Je vous souhaite la bienvenue dans ce workshop à propos des ransomware et des cyberattaques. Avec nous aujourd'hui un intervenant de renom qui est beaucoup sollicité ces derniers jours sur les médias, Monsieur Winston Delbey, responsable du CERT chez Tetris, pardon. Et vous avez, il me semble, avant ça, passé une bonne partie de votre carrière au ministère des Armées. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et à vous la parole. Ok, super, merci beaucoup Audric. Donc, comme évoqué, je m'appelle Winston Delbey et je suis en charge des activités de réponse à incident dans ce qu'on appelle le CERT de Tetris. Mes missions, on va dire, varient en fonction de l'actualité. Donc, on a à la fois, on va dire, des missions de type réponse à incident, du renseignement d'intérêt cyber, je l'évoquerai durant la présentation, des formations à connotation cyberdéfense et cyberprotection, et aussi de prestations d'audit et conseils. J'ai mis deux petites slides sur l'entreprise Tetris, tout simplement pour indiquer à ceux qui ne le savent pas que c'est un éditeur français qui est basé en Nouvelle-Aquitaine et qui met à disposition des produits de cybersécurité permettant de protéger les systèmes d'information. Donc le plan, alors je vous propose de débuter par une petite revue de l'actualité, puisqu'elle est vraiment spécifique, on va dire. On a eu pas mal d'événements assez importants ces dernières semaines. Ensuite, on verra ensemble la découverte des ransomware. Donc la présentation, elle est à la fois technique, mais aussi didactique, ludique. L'idée, c'est que une personne qui n'est pas spécialisée dans le domaine de la cybersécurité devrait pouvoir comprendre à l'issue de cette présentation qu'est-ce qu'une menace de type ransomware, quels sont les impacts potentiels, et quelles peuvent être les solutions permettant d'éviter de se retrouver dans des situations dites de crise cyber. Donc justement, pour démontrer cela, on verra les différents moyens de protection, qu'ils soient à la fois organisationnels ou technologiques. Et enfin, il y a une partie du créneau qui est réservée pour répondre à vos questions. Donc l'actualité, sachez simplement que donc il y a l'Agence nationale pour la SSI, je vous ai mis le site, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne le connaissent pas. Je vous recommande et je vous invite à consulter ce site qui met à disposition à la fois ce qu'on appelle des guides qui permettent de définir l'état de l'art, qui permettent de mieux comprendre comment on devrait ou vers quoi on doit tendre, on va dire, lorsqu'on veut administrer un système d'information. Donc, on a à la fois des documents, on va dire, qui font un peu du conseil et qui définissent l'état de l'art. On a aussi du retour d'expérience des équipes de réponse à incident de l'Agence nationale. Cette équipe de réponse à incident, elle intervient sur des administrations publiques, des incidents qui affectent des administrations publiques. Et on a à la fois du partage de renseignements d'intérêt cyber. Donc, on a des bulletins qui vont nous expliquer qui sont les groupes d'attaquants derrière ces menaces, pourquoi ils attaquent, on va dire, ces cibles et comment ils l'ont fait. Donc, ce sont des sujets assez intéressants. Petite particularité, on va dire, les différentes annonces qui ont été faites par l'ANSSI, ils sont assez présents dans les médias compte tenu de l'actualité ces derniers temps. Ils ont pu constater, leurs interventions, en tout cas, de l'équipe de réponse à incident de l'Agence nationale, ont été multipliées par 4 au cours de l'année 2020 et par rapport à 2019. Alors, j'ai voulu introduire un petit peu le propos en vous mettant cette valeur, puisqu'il n'y a pas que l'Agence nationale pour la SSI qui intervient dans le cadre des réponses à incidents. Il y a des entreprises privées aussi qui offrent ce service. Pour autant, cette information qui est transmise par l'ANSSI, elle est représentative de l'état du marché, si on peut l'appeler ainsi. En gros, toutes les équipes de réponse à incidents, qu'elles soient à consonance administration publique ou en provenance d'entreprises privées, il y a vraiment une forte augmentation de la charge de travail compte tenu tout simplement de l'augmentation des attaques dont font partie les attaques de type ransomware et sur lesquelles on va faire un petit focus. Mais il n'y a pas que du ransomware, il n'y a pas que des attaques avec pour objectif de déployer du ransomware. Il y a aussi d'autres menaces, je vais les évoquer juste après. Donc toujours dans cette actualité, vous avez sûrement entendu depuis 2021, on a pas mal d'établissements de la santé qui sont ciblés par ces cyberattaques. Il y a une valeur qui est assez importante à retenir depuis le début 2021. Malheureusement, l'ANSSI quantifie une cyberattaque par semaine ciblant un établissement français du secteur médical. Alors ça a été évoqué hôpital. En tout cas, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'on a pu voir dans les médias actuellement, il y a eu à la fois l'hôpital de Dax, mais de Chalon-sur-Saône aussi, qui ont été ciblés par des attaques de type ransomware qui ont immobilisé les moyens informatiques et donc impacté la mise à disposition des services. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, attention, ces campagnes d'attaque, on est en plein dedans. On est vraiment, chaque semaine, il y a des nouveaux cas, des nouvelles personnes impactées et des nouvelles problématiques. Pour autant, il faut garder en tête que tous les secteurs sont ciblés.
on a une sorte d'accélération sur tout ce qui est domaine médical. Pour autant, quel que soit le type d'industrie, d'entreprise, il y a l'ensemble des secteurs d'activité qui sont ciblés par ces cyberattaques. Donc, il y a pas mal de facteurs aggravant le risque, on va dire, vis-à-vis, là, je reviens sur le domaine hospitalier. D'un point de vue de l'attaquant, en fait, bien souvent, les attaquants, ils œuvrent à distance au travers d'un lien Internet. Et en fait, depuis Internet, quand depuis mon ordinateur, je suis un petit peu caché chez moi et que l'attaquant va vouloir aller attaquer une cible distante, et bien du coup, il va tout simplement pas faire de différenciation. Alors, si il va aller, comment dire, lors de sa phase d'identification des cibles potentielles, il va pouvoir déterminer quel va être le pourcentage de réussite de son attaque et l'intérêt financier qu'il va pouvoir en récupérer. Par contre, l'idée est de vous dire que à distance, quand on est à distance, quand on est un petit peu caché chez soi, en fait, qu'on vienne altérer le bon fonctionnement d'un hôpital ou d'une petite PME qui est dans un autre pays et par moment de l'autre côté de la planète, clairement pour les attaquants, nous, bien souvent, on entend des gens qui disent non, mais comment les gens peuvent cibler un hôpital ou un établissement hospitalier? C'est absolument pas normal. Donc, on partage tous ce sentiment. Pour autant, ce que je voulais rappeler, c'est que d'un point de vue des attaquants, eh bien, en fait, pour eux, c'est juste une cible parmi tant d'autres qui a des caractéristiques particulières compte tenu, on va dire, des technologies vieillissantes qui sont mises en place au sein des systèmes d'information des hôpitaux. Un hôpital, donc c'est comme une entreprise, on va dire, avec un écosystème, avec un réseau informatique qui va détenir à la fois des ordinateurs pour enregistrer de la donnée, travailler sur de la donnée, piloter des machines, piloter des scanners, des IRM, des machines, on va dire, qui vont permettre de faire de l'analyse sanguine, des analyses sanguines, etc. L'idée, c'est de dire que tous ces moyens technologiques, ils ont été mis en place il y a des années, voire des dizaines d'années. Et en fait, à l'origine, ils n'étaient pas conçus pour être exposés, pour être raccordés à l'Internet. Et l'idée, c'est que, comme dans beaucoup d'industries de nos jours, dans beaucoup d'entreprises, on ne peut pas réformer, rénover l'ensemble du système d'information dans des délais très courts. Et de fait, eh bien, en fait, on va interconnecter des technologies vieillissantes, sous-entendu vulnérables. Alors, vulnérables, ça veut dire qu'à distance, on va pouvoir accéder à ce système d'information sans avoir, on va dire, une barrière qui nous demande de s'authentifier, de vérifier qui on est et si on a bien le droit d'accès. Bien souvent, les technologies vieillissantes, tout simplement, elles ne mettent pas à disposition ce type de mécanisme. Et l'idée, c'est que un équipement vieillissant qui est au sein d'un système d'information d'une entreprise, la difficulté, c'est qu'à partir du moment où ce système d'information est raccordé à l'Internet, eh bien, les attaquants, à partir du moment où ils vont avoir un pied dans le système d'information de l'entreprise, ensuite, ils vont pouvoir réaliser ce qu'on appelle du pivoting, du rebond. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez un ordinateur de votre système d'information qui est compromis, les attaquants vont pouvoir assez facilement pivoter, donc rebondir au sein du système d'information, de manière à aller cibler des équipements qui ne seraient pas correctement protégés. Enfin, la disponibilité du système d'information. Souvent, on définit, on caractérise, on va dire, un système d'information avec plusieurs critères que sont la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. L'idée est de dire que pour tout ce qui est organisme à consonance médicale, il y a une disponibilité qui est très forte. Quand on imagine un service des urgences, les équipements qui sont pilotés par des ordinateurs, on en a besoin. Quand on a un cas grave qui arrive aux urgences, il faut que ça fonctionne tout de suite. On peut pas se dire, non, je vais attendre demain que la mise à jour de sécurité soit faite, ou se dire, si le système est rendu indisponible, ça va tout de suite altérer fortement les opérationnels. Et de ce fait, donc j'ai mis qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont payé des rançons. Alors c'est pas forcément en France, ça a plutôt, on va dire, été observé dans d'autres États au cours de l'année 2020. En fait, il y a pas mal, on a identifié une sorte de modification de la cible où avant, les groupes d'attaquants allaient plutôt cibler uniquement les grands groupes en se disant comme ils ont plus de moyens, ils vont avoir plus de latitude à payer des rançons. En fait, il y a plusieurs groupes d'attaquants qui se sont rendus compte que finalement, ça marche pas mal que de cibler des hôpitaux de petite ou moyenne taille. Alors, ça fonctionne aussi avec des administrations publiques et des entreprises. Mais l'idée est de dire, attention, c'est pas parce qu'on est une petite PME ou une petite administration publique ou un petit établissement de santé qu'on sera à l'abri parce qu'on va pas intéresser les attaquants. Au contraire, depuis quelques mois, c'est vraiment ce secteur, ce type de périmètre qui les intéresse particulièrement.
Donc toujours dans l'actualité, après on va faire le focus sur les ransomware. Ce que je voulais vous dire, c'est que bien souvent, quand on essaye de comprendre un petit peu quels sont les différents types de cyberattaques et qu'est-ce que vient faire le ransomware là-dedans, il faut essayer un petit peu on va dire, répartir deux catégories. On peut avoir ce qu'on appelle de la cybermalveillance, donc qui va avoir entre autres pour vocation de déployer un ransomware pour gagner de l'argent, mais aussi du cyberespionnage, où là, on va plutôt rentrer dans des campagnes de plus grande ampleur avec des groupes d'attaquants qui disposent de moyens dits illimités, sous-entendu qui pourraient être financés directement par des États avec des fonds d'investissement illimités. Et de fait, en face, on peut avoir des centaines, voire des milliers d'attaquants qui disposent de formations spécifiques, d'expertise permettant d'œuvrer et de mettre en place des attaques dites sophistiquées. Donc en 2020, fin 2020, je pense que la plupart des auditeurs ont entendu parler de l'attaque qui est appelée sous le nom de Sunburst ou SolariGate. Donc en fait, une attaque de type supply chain où il y a eu une entreprise aux États-Unis qui s'est fait compromettre par un groupe d'attaquants sophistiqués et la compromission de cette entreprise a facilité, on va dire, le rebond au sein d'entreprises clientes d'une solution éditée par l'entreprise qui s'est fait impacter initialement. Et au final, le produit, on va dire, qui était spécifiquement ciblé, équipait des dizaines de milliers d'entreprises, dont 18 000 victimes, donc 18 000, on va dire, utilisateurs ont été victimes de cette campagne d'attaque ciblée. Alors, je vous ai mis quelques noms, enfin, c'est clairement documenté, on en a beaucoup entendu parler. L'idée, c'est simplement de vous dire, attention, quand on est dans la catégorie, on va dire, des attaques de type cyberespionnage, on a entendu fin 2020, il s'est placé plein de choses plutôt aux États-Unis où il y a des très grandes entreprises qui disposaient de moyens importants qui se sont quand même fait avoir, on va dire, qui se sont fait attaquer par un groupe d'attaquants qui disposaient de moyens dits illimités. Ils ont été vraiment très forts, on va dire, dans l'attaque qui a été menée. Et l'idée, c'est simplement de vous dire, attention, là, on va faire aujourd'hui un focus sur ce qui est cybermalveillance avec les attaques de type ransomware, mais prêter une attention particulière dans le cadre aussi de la catégorie du cyberespionnage, puisque malheureusement, on va dire, depuis 2021, en France, on a des attaques dites sophistiquées qui ont été rendues publiques par l'ANSSI. Tout à l'heure, je vous évoquais le fait du site de l'ANSSI qui permet d'accéder à du contenu, donc à la fois des guides à l'état de l'art, mais aussi des comptes rendus d'incidents sur lesquels ils ont œuvré et des documents qui permettent de comprendre qui sont les groupes derrière ces attaques. Eh bien, en fait, je vous invite fortement à aller voir ces guides qui permettent de rendre public certaines compromissions d'entreprises françaises ou de produits français et dont les impacts peuvent être alors, pas forcément avec un périmètre aussi important que ce qu'on a pu découvrir fin 2020 concernant les États-Unis. Mais en tout cas, on peut identifier qu'il y a des groupes d'attaquants sophistiqués qui ciblent aussi les entreprises et les administrations françaises. Donc là-dessus, il y a une prise de conscience de la gravité et de l'urgence de la situation. Donc on a la chance, on va dire, d'avoir le gouvernement français qui s'implique fortement sur ces sujets, ces problématiques, et qui, en plus, on va dire, d'être conscient de la situation et de ce qui se passe, qui a pris la décision d'investir et de mettre en place un effort permettant d'augmenter les effectifs de spécialistes en cybersécurité formés sur le territoire national. On a aussi donc eu des annonces permettant d'indiquer qu'il y aura un déblocage d'1 milliard de dollars d'ici à 2025, de manière à pouvoir un petit peu permettre de continuer à développer tout cet écosystème lié à la cybersécurité. On a déjà de nombreuses entreprises, de nombreuses petites pépites, on va dire, qui naissent en France et qui développent à la fois des savoir-faire, mais aussi des technologies qui permettent de répondre à l'ensemble des menaces, que ce soit dans la catégorie cybermalveillance avec des attaques de type ransomware, mais aussi des campagnes de cyberespionnage. On a aussi, on va dire, en France, des entreprises qui élaborent un arsenal défensif permettant de répondre à toutes ces problématiques. L'idée, c'est de donner un petit coup de pouce à ce secteur d'activité, d'inciter aussi et peut-être d'aider les administrations, voire les PME et TPME, il y a eu des annonces aussi en ce sens, permettant d'aider les entreprises, enfin les entités, quelle que soit leur vocation et leur taille. Petite information aussi qui paraît important, ça permet, on va dire, aux non spécialistes de quantifier un petit peu ce sur quoi il serait bon de réorienter peut-être les budgets. L'idée, c'est de dire si demain vous œuvrez dans une entreprise et vous n'avez pas de visibilité sur quel est l'état de la cybersécurité au sein de l'entreprise, et en fait, un bon indicateur pourrait être tout simplement de demander auprès du directeur des systèmes d'information quel est le pourcentage de l'enveloppe du budget informatique
qui est alloué uniquement, on va dire, à des besoins en cybersécurité. Et la bonne pratique, on va dire, l'annonce qui a été faite assez récemment et qui semble représentative, alors je pense que ça va être à adapter en fonction des entreprises, mais ça donne un bon indicateur. L'idée va être normalement, on va dire, il serait d'usage de considérer que 5 à 10% du budget informatique devrait être exclusivement réservé à la sécurité informatique, et ce sont des valeurs minimales, on va dire. Donc, on va faire ce focus sur la cybermalveillance avec les campagnes ransomware dont on entend parler depuis plusieurs années désormais. Tout d'abord, à quoi ça ressemble? J'espère que vous avez la chance de ne jamais avoir rencontré ce type de problématique, que ce soit sur vos postes de travail personnels ou dans le cadre des entreprises ou des écoles ou des établissements dans lesquels vous êtes amené à œuvrer. L'idée, c'est simplement de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sur le poste de travail. Si un jour, on va dire, vous retrouvez un programme qui s'exécute, donc une fenêtre d'apparence plutôt loufoque, inhabituelle, et qui vous demande, là en l'occurrence, c'est en anglais, mais c'est très bien expliqué, ça permet tout simplement de vous dire, attention, on vient de vous bloquer votre ordinateur, si vous voulez récupérer vos données, il va falloir payer. Donc, on va voir un petit peu les mécanismes qui sont derrière et comment ça a pu arriver. Je vous ai simplement mis un autre cas. L'idée, c'est de dire, attention, quand on a un ransomware qui arrive, on va le voir, il y a beaucoup de familles de ransomware et de groupes de ransomware. L'idée, c'est de savoir qu'il y a plusieurs cas possibles. Et en fait, vous n'aurez pas toujours la même fenêtre qui vous dira, vous venez de vous faire avoir. Vous pourrez avoir, par exemple, une simple demande de rançon au format TXT, au format texte, d'un petit fichier, on va dire, qui apparaît sur votre ordinateur. Et du coup, vous pourriez, des fois, ça échappe aux utilisateurs, on va dire. Il y a des utilisateurs qui vont appeler leur service informatique en disant, bah tiens, j'arrive plus à ouvrir mon document Word, je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est en regardant sur le poste de travail où on va constater que l'ensemble des documents dits bureautiques ne fonctionnent plus. Mais il y a aussi des fichiers qui ont été ajoutés, tels que celui qui est affiché actuellement, et qui vous permet de comprendre que vous êtes affecté par une attaque de type ransomware. Alors, je vous ai évoqué le terme famille. On parle aussi de groupes derrière ces attaques dites ransomware. Chaque groupe, on va dire, porte un nom. Actuellement, on entend beaucoup parler de Ryuk en France, qui œuvre notamment assez particulièrement, on va dire, qui cible le domaine hospitalier. Un indicateur qu'on peut trouver sur Internet en source ouverte. Au cours de l'année 2020, il y a eu une entité qui a recensé 1160 victimes d'attaques dites ransomware par les 20 principaux groupes. Donc des groupes d'attaquants de type ransomware, il y en a plusieurs dizaines, mais clairement dans cette synthèse, on va dire, on retrouve les 20 groupes dont on entend quasiment tout le temps parler. Les fonctionnalités d'un ransomware. Donc la fonctionnalité principale va être de chiffrer les données. L'idée, ça va être derrière d'imposer le paiement d'une rançon pour rétablir l'accès. Ça, c'est bien, on va dire, quasiment dans 100% des cas. Si malheureusement vous subissez une attaque de type ransomware, vous pouvez déjà vous dire, OK, on a chiffré mes données, on va me demander une rançon. Donc ça, pas de surprise, je pense, tout le monde a cette information. Depuis 2020, on a des sortes d'options, on va dire, qui sont associées à cette menace. Dans certains cas, donc c'est pas toujours, on va avoir une exfiltration préalable des données. On verra un petit peu tout à l'heure, un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. L'idée, c'est que simplement, les groupes d'attaquants ont remarqué qu'il ne suffit plus de bloquer votre système d'information et de vous demander le paiement d'une rançon pour que ça fonctionne. En gros, pour maximiser leur ROI, leur retour sur investissement. En fait, ils ont remarqué que s'ils vont vous voler de la donnée avant de faire ce qu'on appelle détonner la chaîne de ransomware, avant de bloquer le système d'information, ils vont voler les bases de données, on verra le détail après. Ils vont voler des données sensibles du système d'information. Et de cette manière, quand ils vont bloquer votre système, ils vont vous demander le paiement de la rançon et ils vont aussi vous dire, attention, on a un petit peu pris nos garanties. Avant de bloquer votre système, on a volé des informations personnelles, des informations bancaires, des secrets industriels. Et si vous ne nous payez pas la rançon, en plus de ça, on va diffuser librement sur Internet ces données sensibles. Donc ensuite, j'ai mis que c'était optionnel l'idée de rendre indisponibles les ordinateurs infectés, puisqu'il faut le savoir, quand on en est, on va dire, assujetti à une attaque de type ransomware, ça ne va pas forcément rendre indisponible, ça va pas forcément casser le système d'exploitation de l'ordinateur. L'état de l'art, on va dire, c'est à partir du moment où vous êtes fait attaquer, dans la mesure du possible, on va recommander de réinstaller les ordinateurs pour repartir sur des images saines. Cependant, sachez que certains ransomware ils vont simplement chiffrer les données métiers de type bureautique, les rendre inaccessibles et demander le paiement de la rançon. Pour autant, l'ordinateur fonctionne toujours et il ne sera pas nécessaire de procéder à la réinstallation de l'ensemble des ordinateurs.
Et enfin, petite nouveauté 2020, hein, malheureusement, on est sur un secteur qui évolue rapidement compte tenu de l'explosion, on va dire, du nombre de victimes et le fait que de nombreuses personnes ont payé les rançons, bah, ça donne de plus en plus de moyens. Donc ces groupes d'attaquants, ils sont de plus en plus armés, ils ont de plus en plus de ressources humaines et financières. Et de fait, ils développent de nouvelles fonctionnalités sur leur techno. Et on en a notamment une souche, un type de ransomware qui, en 2020, a directement imprimé les demandes de rançon sur les imprimantes des systèmes d'information qui étaient impactés par cette attaque. Alors, je fais un petit retour en arrière, on va dire, bien souvent, je pense, on entend parler de chiffrer, de chiffrement, de cryptage, décryptage. L'idée, c'est simplement de vous donner quelques notions associées à ce terme. Donc, le chiffrement, c'est un procédé de cryptographie qui va nécessiter l'utilisation d'une clé de chiffrement. Alors, je vais réexpliquer de manière ludique juste après. L'idée, c'est, je vais passer d'ailleurs au slide tout de suite. L'idée, c'est quoi? On va chiffrer un texte. Donc là, dans mon encadré bleu, je vous ai mis ceci et du texte. J'ai mis du texte en clair. On peut imaginer que ça représente un document Word, par exemple, un document bureautique avec des informations liées à votre activité. Le chiffrement de ce type de fichier, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on va utiliser une clé secrète. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est assez court. Sachez que les clés secrètes qui sont utilisées dans le cadre de chiffrement dit robuste, robuste, ça veut dire qu'on ne peut pas le casser, on ne va pas pouvoir le détourner. La longueur de la clé et la complexité de la clé sont bien plus importantes. C'est vraiment pour comprendre le principe de fonctionnement. Donc j'ai une donnée en clair, et par l'utilisation d'une clé secrète, eh bien, je vais pouvoir tout simplement rendre ce contenu. Alors, petit blocage. On était simplement à définir donc le chiffrement. Donc, on a un texte en clair qui, par l'utilisation d'une clé dite secrète, va permettre de rendre tout simplement le contenu, la donnée inaccessible à quelqu'un qui ne disposerait pas de la clé secrète et qui voudrait procéder à son déchiffrement. Donc là, je vous ai mis vraiment un exemple très simple, on va dire, où lorsqu'on utilise ce qu'on appelle du chiffrement symétrique, le symétrique, ça veut tout simplement dire qu'on va utiliser à la fois la même clé secrète lors de l'étape de chiffrement que lors de l'étape du déchiffrement. Les campagnes ransomware sont amenées à utiliser du chiffrement asymétrique et même à associer plusieurs types de chiffrement, mais peu importe, l'idée c'est simplement vous dire, si je n'ai pas la clé secrète dans un chiffrement dit robuste, je ne pourrai pas récupérer ma donnée. Donc en fait là, je vous montrais tout simplement après avoir expliqué donc ce chiffrement, qu'est-ce qui se passe quand il y a une cyberattaque. Eh bien en fait, l'attaquant, il va tout simplement prendre votre donnée de manière discrète. Il va, par l'utilisation d'une clé secrète qu'il est le seul à détenir, rendre inaccessible la donnée et tout simplement pour vous permettre de récupérer votre donnée métier, donc à la fois vos fichiers bureautiques, vos bases de données, etc. Eh bien il va tout simplement vous demander de payer une rançon pour récupérer la clé secrète permettant tout simplement le déchiffrement. Alors, je vais passer un petit peu vite compte tenu des petits problèmes techniques, mais l'idée, c'était simplement de vous afficher ici les éléments de langage. On a utilisé les termes chiffré, déchiffré. L'idée, alors je vais faire un petit raccourci. Je veux dire simplement, il y a un blog, je fais une petite page de pub pour un blog qui s'appelle chiffré.info et qui en fait vous rappelle quels sont les termes qu'on peut utiliser en France et pourquoi. Par exemple, il y a normalement le terme crypté. On ne peut pas l'utiliser quand on parle de campagne de ransomware ou de chiffrement de fichiers sur un système d'information. Voilà, une petite exception, on va dire, pour la télé avec le cryptage d'une chaîne bien connue. Mais du coup, je vous laisserai prendre note sur ce blog. Alors, l'idée de la rançon, elle est définie par l'attaquant, mais bien souvent négociable. Là, je vous donne un petit peu des éléments associés au type d'attaque ransomware. Elle peut être définie vis-à-vis du chiffre d'affaires. Sachez qu'il y a des groupes d'attaquants, en fait, ils s'embêtent pas. Hein. Ils vont tout simplement regarder sur Internet via Wikipédia ou via votre moteur de recherche préféré quel est le chiffre d'affaires de cette entreprise. Et en fonction du secteur d'activité, de la sensibilité des données qui sont traitées, mais aussi du montant du chiffre d'affaires, eh bien, ils vont tout simplement dire, OK, je vais définir à temps le montant de la rançon. Alors, je vous ai mis cette info parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, qui arrive, on va dire, en Europe. La prise en charge des rançons peut être, dans certains cas, assurée par des contrats d'assurance cyber. Alors, c'est important, on va dire, d'un point de vue DSI et RSSI. On a souvent déjà pas mal de choses qui sont assurées dans nos contrats liés au secteur de l'activité. Mais du coup, l'idée est de vous dire, prêtez attention dans vos contrats d'assurance, puisque désormais, il existe des spécificités associées aux menaces cyber.
Enfin, pour autant, l'idée, c'est quand même la recommandation de l'ANSSI est de ne pas payer, puisque tant qu'il y a des entreprises victimes ou des individus victimes qui payent les rançons, eh bien en fait, ça va tout simplement continuer de faire augmenter le chiffre d'affaires de ce secteur de cybercriminalité. Donc, on va continuer à leur donner de plus en plus de moyens financiers et RH, et de fait, ce type de menace ne va faire que continuer de s'aggraver, hein. Donc la rançon, je voulais faire une petite précision, elle est souvent demandée en Bitcoin. Je ne sais pas si tout le monde connaît, on va dire, cette crypto-monnaie. Alors, petite précision, le montant n'est pas fonction du cours du Bitcoin, parce vous avez probablement entendu parler que le cours varie énormément, notamment en ce moment. L'idée, c'est que une campagne de ransomware, un groupe d'attaquants, il ne va pas fixer son tarif à un Bitcoin, puisqu'en fait, le montant évoluerait trop rapidement. Il va plutôt vous dire, bon, vous me devez 100 000 $ à payer en Bitcoin. Enfin, petite information, le Bitcoin, l'utilisation de crypto-monnaies ne rend pas l'usage anonyme. Lorsqu'on paye une rançon en Bitcoin, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin, donc, c'est une crypto-monnaie dont les transactions sont rendues publiques de par le mode de fonctionnement de cette crypto. Et de fait, on a la capacité de savoir, d'identifier qui reçoit de l'argent depuis telle adresse au sein de l'écosystème Bitcoin, on va dire. Et de cette manière, là, je vous ai mis un petit exemple. Si vous allez, par exemple, sur un site qui vous permet de voir ce qui se passe sur la chaîne Bitcoin, enfin, au sein du réseau Bitcoin, eh bien, en fait, on peut voir qu'en fonction des adresses de portefeuille, on va dire à chaque fois on a une adresse source, une adresse destination, et on va voir quand quelqu'un paye, eh bien, depuis un portefeuille source, il va envoyer vers une adresse destination un montant. Et en fait, ce que je voulais vous dire, quand on connaît ce mode de fonctionnement, l'idée c'est faites attention, il y a à la fois des non-spécialistes, mais aussi des fois des intervenants informatiques qui, quand ils font affaire à une menace de type ransomware, ils vont prendre le programme, la souche, le malware, le programme malveillant, et le soumettre sur des produits, des sites internet en ligne pour avoir une analyse automatisée. Mon conseil là-dessus est de ne pas faire de soumission publique des charges de type ransomware, même si ça donne, on va dire, un sentiment de confiance, puisque ça va vous apporter de l'information sur, tiens, qu'est-ce que fait ce ransomware, comment il a affecté ma station, etc. En fait, sachez que lorsque vous faites ceci, enfin, lorsqu'il y a des utilisateurs ou des administrateurs transmettent publiquement des souches de type ransomware, eh bien, en fait, en récupérant en source ouverte ces souches qui sont rendues publiques, eh bien, en fait, on peut tout simplement récupérer les adresses qui étaient incluses dans les demandes de rançon. Et de cette manière, en fait, eh bien, il y a des entités tierces qui pourraient observer ce que vous faites, donc ils pourraient identifier si oui ou non il y a paiement ou pas. Et enfin, et ça va plus loin, il y a aussi certains groupes d'attaquants qui ont mis une capacité dite de chat. Donc en fait, si vous vous faites infecter par une campagne ransomware, vous allez potentiellement avoir une petite fenêtre, comme on a vu tout à l'heure. Et au sein de cette fenêtre, vous pourriez tout simplement avoir une sorte alors c'est soit un lien vers un site spécifique, soit une application, peu importe, mais vous allez avoir un moyen de communication avec les attaquants. Et faites attention, parce que si vous avez quelqu'un qui prend le programme malveillant, le ransomware, qui les soumet publiquement et qu'un tiers récupère cette souche, eh bien, en fait, il va tout simplement pouvoir aller voir vos échanges avec l'attaquant. Alors, clairement, ça arrive rarement, hein, dans bien des cas. On va même pas contacter l'attaquant. On va tout simplement dire, non, mais je paye pas la rançon. Je veux pas entendre parler de l'attaquant. Tout ce que je vais faire, c'est identifier quel est l'impact, voir où est l'attaquant au sein de mon système d'information, le chasser et remettre en route la production dans les meilleurs délais. Pour autant, sachez que, faites attention, le partage, on va dire, de souches de type ransomware pourrait permettre à des tierces de rentrer en contact, voire d'usurper votre identité auprès de groupes, enfin l'identité de la victime, auprès de groupes d'attaquants et qui attendraient la réponse de la victime, à savoir si elle va payer ou pas. Voilà, donc le bon conseil là-dessus, c'est privilégier plutôt le passage par des équipes spécialisées telles que des CERT ou des CISERT. Si vous êtes une entité étatique, on va dire, enfin il y a le CERT-FR qui est à votre disposition, et sinon il y a des CERT privés qui offrent des prestations de conseils et de réponse à incidents. Donc là, on a un petit peu vu un peu rapidement, avec quelques problèmes techniques, désolé, quelques éléments, on va dire, associés à la menace ransomware. Là, l'idée, ça va être plutôt de vous démontrer comment ça fonctionne, comment un attaquant peut arriver sur votre système d'information, que ce soit un système d'information d'une école, d'un établissement public, d'un hospitalier ou d'une entreprise. Donc, bien souvent, il y a plusieurs étapes. On va commencer par une intrusion initiale. L'intrusion initiale, c'est quoi ?
Actuellement, on est amené à considérer, alors les chiffres ne sont pas justes, c'est un ordre de grandeur, 80% des menaces, donc en fait là sur la gauche vous avez la partie Internet, et au sein du rectangle bleu clair, vous avez le système d'information de la victime avec des ordinateurs et serveurs, des services qui sont rendus par ce système d'information. En fait, l'idée, c'est de vous dire qu'actuellement, on peut considérer que 80% des infections au sein d'un système, d'un réseau informatique proviennent de la messagerie. Donc, en fait, l'idée, c'est attention. Donc là, on a déjà identifié un vecteur d'infection, la messagerie. Donc, c'est très important et on va voir un petit peu quelles sont les solutions associées. Enfin, il y a ce qu'on appelle un service exposé. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être un service exposé? Un service exposé, c'est un composant du réseau informatique de la victime qui pourrait être un firewall. Un firewall, c'est un équipement qui a vocation à interconnecter des réseaux et à assurer l'étanchéité entre ces réseaux. Donc, bien souvent, on va mettre un firewall entre le système d'information de la victime et Internet. À titre personnel, vous avez tous un service exposé chez vous qui assure le rôle de firewall et qui est tout simplement la box de votre opérateur Internet. Ensuite, on a donc des services distants, hein, bien souvent, et avec l'augmentation du télétravail, on a eu une augmentation un peu fulgurante de l'ouverture des systèmes d'information à l'Internet de manière à permettre l'accès distant aux applications mises à disposition par le système d'information. Enfin, on a donc les services exposés. Bien souvent, on a ce que j'ai mis du web, donc ou Tomcat, serveur d'application. En fait, on a beaucoup d'entreprises qui vont tout simplement avoir des serveurs qui sont interconnectés avec des bases de données internes, mais qui sont aussi exposés de l'Internet, qui ont directement ce qu'on appelle une adresse IP qui est adressable depuis Internet. Et c'est un petit peu comme si vous aviez une porte d'entrée vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la rue. Et du coup, cette porte d'entrée, si elle n'est pas filtrée, si elle n'est pas protégée, c'est un petit peu comme si votre portail chez vous ou la porte de votre appartement était ouverte sur l'inconnu. Et enfin, on a l'augmentation croissante du nombre de VPN avec le télétravail encore. Donc, le VPN, on va dire, les boîtiers VPN, ce sont des équipements spécialisés qui sont conçus, on va dire, pour être robustes. Pour autant, comme il y a une recherche active de vulnérabilité sur ce type d'équipement, eh bien, en fait, on a des vulnérabilités qui sont découvertes, qui sont bien souvent rendues publiques. Et c'est à ce moment-là où les groupes d'attaquants vont s'approprier ces vulnérabilités, générer ce qu'on appelle des exploits, donc des codes qui vont pouvoir exploiter cette vulnérabilité de manière à pouvoir tout simplement compromettre ces stations. Donc, pour pouvoir compromettre un service exposé, donc, comme les mails ont l'ordre d'idée, c'est l'ordre de grandeur, c'est 80%. On peut considérer que les intrusions de type ransomware proviennent de services exposés dans un ordre de grandeur de 20%. Et en fait, l'idée, c'est que l'attaquant, soit il va directement attaquer ce service exposé. C'est une mauvaise idée pour lui parce que quand c'est comme ça, on va dire c'est plus facile de le retrouver puisqu'il est directement connecté avec le système d'information de la victime. Donc, il va laisser des traces qui vont nous permettre de faciliter l'attribution, de savoir qui était cet attaquant. Enfin, il y a bien souvent, les attaquants vont faire ce qu'on appelle du rebond. Ils vont compromettre un système d'information tierce et du coup attaquer le système de la victime. Pourquoi je vous présente ça? Parce qu'il faut faire attention. Si malheureusement après-demain, vous êtes amené à œuvrer sur un système d'information qui a été compromis et que vous identifiez une adresse IP comme étant celle de l'attaquant, tiens, ça pourrait être, suite à la question de tout à l'heure, une adresse IP en Russie ou en Chine, et bien du coup, ce serveur qui est vu du système de la victime comme étant à l'origine de l'attaque, c'est pas il n'appartient pas forcément à l'attaquant. C'est peut-être un attaquant même d'un autre État qui fait ce qu'on appelle un rebond pour pouvoir se cacher tout simplement. Et enfin, il y a aussi l'utilisation du réseau Tor. Le réseau Tor, un peu comme le Bitcoin, ce ne sont pas des technologies qui n'ont vocation qu'à permettre, on va dire, des usages malveillants. Pour autant, il y a les groupes d'attaquants et les pirates informatiques ont l'habitude de passer par ce réseau anonymisant, tout simplement de manière à rendre soit très difficile, voire impossible, la remontée jusqu'à eux. Pour autant, de par l'association des services de police, comme la question a été posée tout à l'heure, de gendarmerie et par des partenariats interpays, eh bien en fait on a des services juridiques qui arrivent à mener des affaires de grande ampleur au niveau international et qui permettent d'intercepter des attaquants qui s'étaient quand même cachés derrière le réseau Tor. Donc il y a différentes techniques, on va dire, permettant de les identifier.
Donc là, ces petits rappels, hein, l'intrusion initiale, donc les chiffres à garder en tête, les indicateurs, c'est à 80% en provenance de la messagerie, hein, un mail dit piégé par une campagne de phishing. Et dans 20% des cas, on va plutôt avoir un attaquant qui, par du rebond potentiel, va attaquer directement un service exposé. Et j'ai mis quand même attention, hein, les menaces internes existent toujours. Donc là, on voit, j'ai apparemment couvert 100% des menaces avec ces indicateurs, puisque c'est ce qui est représentatif des attaques ransomware depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour autant, sachez que les menaces internes, donc ce sont les utilisateurs, les membres de l'entreprise, représentent encore de nos jours une menace. Et il faut faire attention à l'utilisation, l'usage de périphériques USB qui pourraient, par exemple, provenir du domicile et contenir une souche ransomware. Et au retour, après une période de télétravail en entreprise, quand l'utilisateur va brancher sa clé USB, eh bien, on pourrait quand même de cette manière infecter un poste de travail. Donc l'évolution 2020, donc on a remarqué, on va dire, que les délais entre l'intrusion initiale et ce qu'on appelle la propagation au sein du système d'information, avant 2019, c'était plutôt dès que l'attaquant avait la main sur le système d'information, dès qu'il était rentré à distance au sein du réseau informatique de l'entreprise, eh bien en fait, il allait tout de suite se propager, lancer sa campagne ransomware et c'était fini. En fait, en 2020, on a remarqué qu'il y a une sorte d'augmentation de la période de l'attaque. Alors, il y a aussi eu des attaques records entre l'attaque initiale, le détonnement du ransomware dans toute l'entreprise, ça a pris 5 heures. Donc là, clairement, c'est difficile de répondre par des moyens organisationnels. Sous-entendu, c'est difficile de mettre une procédure et d'impliquer un humain en disant, tiens, quand j'ai telle détection, alors il faut faire ça. En 5 heures, à partir du moment où il y a une technologie qui a fait la détection et apporté une réponse avec une réponse humaine en moins de 5 heures, et quel que soit le fuseau horaire, enfin, c'est compliqué. On le reverra après. Il y a des solutions technologiques, on va dire, qui peuvent répondre à ces menaces plutôt accélérées. Là, l'idée, c'est simplement de vous dire, faites attention, c'est pas parce que vous avez patché l'ensemble de vos systèmes d'information qui étaient vulnérables il y a 6 mois, et bien qu'en fait, il n'y a pas un attaquant qui va arriver maintenant. Avant, si vous aviez un service exposé qui contenait une vulnérabilité, si vous aviez le temps de corriger, si vous alliez fermer cette porte, on va dire, appliquer le correctif à cette vulnérabilité, clairement, vous pourriez vous dire, OK, c'est bon, je suis à l'abri, j'ai fermé ma porte, on ne peut plus rentrer dans mon système d'information en exploitant cette vulnérabilité. Malheureusement, depuis 2020, il y a des groupes d'attaquants qui vont s'introduire dans le système d'information et en fait, ils vont après soit revendre les accès à ce système d'information, soit faire autre chose, préparer leur charge, développer des ransomware, adapter leur attaque. Et du coup, ils vont revenir plusieurs semaines, voire plusieurs mois après pour se propager au sein du SI. Et enfin, dans ces cas, on a aussi vu les attaquants qui, au lieu d'exploiter une vulnérabilité et de compromettre le système d'information, eh bien, en fait, ils ont plutôt compromis la vulnérabilité, volé des identifiants légitimes. Imaginons, ils ont de cette manière récupéré tous les accès distants d'une entreprise ou d'une école. Et en fait, le DSI de cette entité, il a patché, il a corrigé la vulnérabilité qui a permis à l'attaquant de s'introduire. Donc, il s'est dit, OK, c'est bon, là, je suis bien protégé parce que mon système est à jour. Et pour autant, 3 mois après, eh bien, le groupe d'attaquants va utiliser un identifiant légitime pour s'introduire au sein du système d'information et se propager. Donc là, l'idée, ça va plutôt être de maintenir cette notion qui est un peu compliquée à mettre en place, mais qui a ce bon conseil, on va dire, qui est de renouveler régulièrement les éléments secrets tels que les mots de passe. Donc, on a vu une fois qu'il y a eu l'infection initiale, donc on va voir la propagation au sein du SI, comment ça fonctionne. À partir du moment où l'attaquant il s'est introduit sur un poste, que ce soit depuis une attaque par mail ou par un service exposé, eh bien en fait, il va tout simplement faire du pivoting, du rebond pour compromettre une ou des machines. Bien souvent, c'est des machines. Les attaquants disposent de frameworks offensifs. Donc en gros, c'est une sorte d'arsenal, d'outillage prêt à fonctionner et qui permet tout simplement de faciliter ces rebonds, cette découverte, cette exploitation. Je vous ai mis d'ailleurs ici une petite représentation, je reviens désolé au slide précédent, où là on est dans le cas où l'attaquant il a pris le contrôle de l'ensemble des postes clients et serveurs de l'entreprise. Eh bien, voici un des frameworks offensifs très utilisés par les attaquants et où on peut voir là tout simplement l'ensemble des postes qui sont compromis par l'attaquant. Et en fonction d'ailleurs des notions de couleur des postes, ça représente le niveau de privilège de l'attaquant. Là, en l'occurrence, quand le poste est représenté en rouge, ça veut dire à l'attaquant, là, sur celui-ci, tu as des droits système. On peut considérer que ce sont des droits dits administrateurs. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux sur la machine. Enfin, l'étape qui était dite optionnelle, donc c'est une option indésirable des campagnes ransomware, l'exfiltration de données, donc on l'a aussi entendu parler, hein, une fois que l'attaquant a pris le contrôle de l'ensemble du système d'information, ça se fait pas toujours, fort heureusement, cependant la tendance est à la hausse, et bien en fait on va avoir l'exfiltration de données
avant de détonner le ransomware. De cette manière, là, normalement, là, ce qu'essayent de faire les attaquants, c'est de s'introduire au sein d'une entreprise, d'une entité, d'exfiltrer la donnée avant qu'on ait pu le détecter, avant qu'on ait pu empêcher ça. Comme ça, après, quand ils vont faire détonner le ransomware, bah là, on va voir qu'ils sont là. Malheureusement pour nous, bah, il sera trop tard puisqu'ils auront déjà volé de la donnée. Donc, dans ces données, c'est assez classique. Ils vont chercher particulièrement l'information bancaire, personnelle, des données médicales. On a eu des photos de chirurgie esthétique qui ont été diffusées en 2020, l'historique médical nominatif. On a des cas quasiment de cette ampleur, on va dire, en France actuellement, des bases de données, des échanges d'emails, l'historique des emails. Et l'objectif, ça va être d'augmenter la pression pour obtenir le paiement de la rançon. Ou alors, ces groupes d'attaquants, ils vont plutôt faire le choix de revendre cette donnée à d'autres groupes d'attaquants qui seraient intéressés par le contenu de ces données. Le détonnement du ransomware, donc qui est un petit peu l'étape finale lors de la compromission d'un système d'information. Donc là, encore une fois, l'attaquant, il a compromis l'ensemble du système, il a la main sur tous les postes et sur tous les serveurs de l'entreprise. Et bien du coup, par l'utilisation de mécanismes techniques de propagation industrielle de la charge du malware, du ransomware, et bien en fait, il va pouvoir tout simplement, quasiment à un instant T, faire détonner sur l'ensemble des postes. Alors bien souvent, ce qu'on a pu constater lors de missions, on a plutôt vu des ransomware qui avaient la capacité de se propager jusqu'à plusieurs centaines de postes à la seconde. Mais du coup, clairement, sur des sites, plusieurs dizaines de milliers de postes, l'impact peut être fort lorsqu'il n'y a pas une réponse technologique automatisée associée à cette menace. Donc là, l'idée, c'est de vous dire, attention, lorsque la charge est détonnée, lorsque le ransomware est sur le poste, bah, le mal est déjà fait. Clairement, ça va être compliqué. C'est le début de la crise cyber, et qui désormais, avant, on pouvait considérer que ces crises, elles n'allaient altérer que l'activité purement informatique et qu'en gros, c'était à charge uniquement du DSI, RSSI. Clairement, maintenant, il est plus nécessaire de démontrer qu'il y a l'activité de l'entreprise qui est impactée directement, même parfois la survie de l'entreprise. Et de fait, on a les directions générales qui sont directement impliquées par ce type de problématique. Donc là, l'idée, quand ça arrive, on va commencer tout simplement par identifier. L'idée, ça va être d'identifier le périmètre. Si vous avez 1000 ordinateurs, est-ce que l'attaquant, il a compromis 10, 100 ou 1000 ordinateurs? Quelles sont les interconnexions Internet? Ça, c'est hyper important. Bien souvent, en fait, on considère qu'au sein d'une entreprise, on a un accès à Internet ou 10 accès à Internet. En fait, quand on fait de la réponse à incident, bien souvent, on découvre des accès Internet qui n'étaient pas connus de la direction. Et l'idée, c'est que bien souvent, quand on va passer à l'étape 2, qui est de contenir l'attaquant, de l'empêcher de continuer à œuvrer, on va bien souvent faire le choix de bloquer complètement ou de restreindre les interconnexions du SI avec l'Internet. Et de fait, pour faire ça, il faut les avoir identifiés au préalable. Donc enfin, on va pouvoir ensuite, on va procéder à l'éradication de l'attaquant. Donc on va lui supprimer ses accès distants. Puis enfin, on va procéder à la remise en service avec ce qu'on appelle les services communs. C'est ce qui permet de faire fonctionner le système d'information. Et enfin, le plus rapidement possible, des applications métiers pour rendre le service au sein de l'entreprise. Et enfin, étape à ne pas négliger, on va toujours prendre le temps de faire du retour d'expérience, de capitaliser ce qu'on a pu collecter de la même manière qu'on ferait une démarche qualité où on va essayer de s'améliorer en continu et capitaliser tout simplement sur ce qui s'est passé. Donc les codes malveillants, donc les charges sont devenues uniques à chaque campagne. Du coup, on a beaucoup de programmes de nos jours qui savent évader des antivirus. Donc la technologie antivirale, elle est pas devenue obsolète. On entend souvent parler des charges. Ah bah tiens, ça a échappé à mon antivirus. L'antivirus, il reste effectif, il reste toujours efficace vis-à-vis de certaines souches. Par contre, quand on fait un focus sur la menace ransomware, on a plutôt d'autres technologies qui vont mieux répondre à ce type de menace. Enfin, donc le code malveillant, il se propage et chiffre jusqu'à plusieurs centaines de postes à la seconde, je l'évoquais tout à l'heure. On a répondu tout à l'heure à la question aussi de dire que ça cible pas uniquement des postes sous Windows. On a des ransomware qui chiffrent à la fois des postes clients et des serveurs sous Linux, mais aussi des postes sous Mac. Et je vous ai mis, il y a quasiment plus d'erreurs de développement. En fait, plutôt au cours de l'année 2019, on pouvait rencontrer des ransomware qui contenaient des erreurs de développement et qui permettaient tout simplement de déchiffrer la donnée sans avoir à demander la clé secrète à l'attaquant, puisqu'elle était soit directement embarquée dans le code, ou alors l'attaquant disait qu'il avait chiffré la donnée, mais en fait, il ne l'avait pas fait. Et du coup, pour ça, il y a un projet qui s'appelle No More Ransom qui est disponible sur Internet et qui vous permet, on va dire, d'identifier à quelle souche vous avez affaire et de savoir si oui ou non, malheureusement, vous faites affaire à un chiffrement dit robuste ou si vous avez la chance de faire affaire à une souche qui comporte des erreurs de développement et qui pourrait permettre de développer, de déchiffrer par vous-même plutôt les informations qui ont été kidnappées.
Les moyens de protection, j'accélère un petit peu, je pense qu'on finira vers 12h40, on dépasse un petit peu de 10 minutes. Donc, les moyens de protection, la règle numéro un, le bon conseil, ça va être d'anticiper. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, quand on a cet affichage du ransomware sur les postes, et c'est encore plus critique quand vous l'avez sur l'ensemble des postes et serveurs de l'entreprise, clairement, il est pas trop, enfin, il est trop tard, hein, c'est déjà fait, l'impact est là. Donc, en fait, il y a pas mal de choses encore à faire, on va dire, pour limiter l'impact, pour éviter que ça se reproduise, pour améliorer la reprise de service. Mais l'idée à garder en tête, c'est que face à la menace ransomware, il faut anticiper. Alors, comment on va pouvoir anticiper? On va associer des mesures organisationnelles par de la sensibilisation. On pourrait se dire, tiens, au sein de mon entité, ça serait bien qu'au moins une fois par an, j'ai une présentation de quelqu'un qui va sensibiliser ma population et dire, faites attention dans l'entreprise, voici ce qui s'est passé, voici ce à quoi nous sommes vulnérables. On échange des mails en permanence avec des clients ou avec des extérieurs, donc faites attention, n'ouvrez pas des pièces jointes avec des macros de personnes que vous ne connaissez pas. On peut aussi mettre en place, si on dispose de moyens, de campagnes de phishing d'exercice. Donc, en fait, on pourrait tout simplement, après avoir sensibilisé les utilisateurs, leur envoyer des fausses campagnes de phishing, des faux mails de pièges pour voir s'ils se font piéger et ainsi quantifier quelle est la proportion de la population au sein de notre entité, du coup, qui commet encore cette erreur que de cliquer sur des pièces jointes en provenance d'individus malveillants ou supposé. Et enfin, il y a une réponse aussi, je pense, technologique à associer avec ces moyens organisationnels. Du coup, on va là, je vous ai priorisé, on va dire, je vous ai mis 3 axes d'effort qui sont, selon moi, prioritaires. Donc, en fait, l'idée, ça va être de commencer par sécuriser la messagerie, sécuriser le système d'information et faites des sauvegardes isolées de l'Internet. Donc, petit focus sur chacune de ces recommandations. Comment est-ce qu'on peut sécuriser la messagerie? Tout simplement, dans le cas de tout à l'heure, on va mettre en place un service dit de proxy mail, un service de messagerie qui va tout simplement permettre de protéger, d'analyser, de filtrer non seulement le contenu des emails avec des technos de type intelligence artificielle, antivirus, etc., mais aussi empêcher l'envoi de liens en modifiant les liens en provenance de sources inconnues, etc. Ensuite, donc, la sécurisation du système d'information, on sait que c'est complexe. Donc là, l'idée, je fais un focus sur trois possibilités qui prennent en compte les difficultés liées à l'existant. Souvent, en fait, qu'on soit décideur, administrateur ou utilisateur d'un système d'information, tout est historique. On hérite de décisions, de technologies parfois anciennes et on ne peut pas renouveler en permanence l'ensemble de nos solutions. Et du coup, l'idée, c'est qu'il va falloir faire avec. Pour autant, alors souvent, l'idée, c'est de ne pas baisser les bras. Il y a des solutions, il existe des solutions permettant de protéger l'existant. Comment on peut prioriser tout ça? Donc, première chose, donc on a vu, une fois que l'attaquant a compromis le système d'information, il va pouvoir procéder à de l'exfiltration. Une des technologies, on va dire, qui va beaucoup plus loin que ce que fait un antivirus, ce qu'on appelle un EDR, pour Endpoint Detection and Response. Cet EDR, en fait, c'est un agent, une technologie qui va être déployable sur tous les postes, que ce soit des Windows, Linux, des périphériques Mac de type client, serveur, en production, des serveurs Internet, des serveurs médicaux qui vont piloter des équipements, enfin des matériels médicaux, etc. Et l'idée, c'est que cet agent, il va pouvoir détecter, par l'usage de beaucoup de technologies embarquées, protéger automatiquement. Quand on a vu, il y a des campagnes ransomware entre l'intrusion et le détainement de la charge, il se passe 5 heures. Clairement, si ça arrive la nuit et que l'attaquant s'introduit au sein de votre système la nuit, en gros, on n'aura pas le temps d'aller débrancher un câble réseau pour isoler de l'Internet. Les technologies dites EDR permettent de remédier automatiquement à des intrusions et de fait de bloquer une attaque sans nécessité d'intervention humaine. Et enfin, cette techno, elle va permettre de renforcer un système d'information existant, bien souvent d'ailleurs vieillissant. Donc on a, par exemple, on entend parler, ah tiens, j'ai vu dans telle entreprise, il y a encore du Windows XP, donc un système d'exploitation qui est obsolescent. Et bien en fait, par l'utilisation de technologies telles qu'un EDR, et sur ce type de système d'exploitation, par exemple, eh bien, on va pouvoir dire, tiens, à partir de maintenant, je vais durcir, je vais renforcer ce Windows XP et je vais lui interdire toute exécution de programmes que je ne connais pas. Et alors, de cette manière, on va bloquer l'arrivée de programmes tels que des ransomware, mais on va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle de l'hygiène cybernétique. On va pouvoir tout simplement interdire les accès distants par l'utilisation de logiciels tels que LogMeIn, TeamViewer, où on va même pouvoir bloquer les outils qu'utilisent les attaquants tels que PSExec, AdFind, etc. L'EDR, donc cette technologie, si malheureusement l'entité n'est pas équipée, se fait avoir par une campagne ransomware, et bien aussi, elle a aussi, on va dire, son intérêt, puisqu'en fait, en cas de crise cyber, on va pouvoir utiliser cette technologie
pour, imaginons demain, une entité qui dispose de 10 000 postes déployés dans 10 pays. Eh bien, en fait, on va pas pouvoir récupérer chacun de ces postes et faire 10 000 analyses. Eh bien, en fait, ce qu'on va pouvoir privilégier, c'est déployer un agent DR pour identifier les postes compromis. Bien souvent, ce sont les postes d'administrateurs, les serveurs et le vecteur d'infection initial qui sont à la main de l'attaquant. Et grâce au déploiement de l'EDR, on va pouvoir l'identifier. Ensuite, on va pouvoir diagnostiquer à distance. Encore une fois, si votre système d'information il couvre 10 pays, eh ben, on va tout simplement pas pouvoir se déployer dans des délais très contraints sur 10 pays pour aller vérifier quels sont les postes infectés. Donc, l'utilisation de cet agent va permettre à des équipes spécialisées et à distance de diagnostiquer l'état du poste. Enfin, on va pouvoir remédier automatiquement si l'attaquant il est encore là et si des erreurs sont commises parce qu'il y avait un accès distant, un accès Internet qui n'était pas connu et qui n'avait pas été fermé. Du coup, l'attaquant il avait encore la main alors qu'il avait déjà détonné le ransomware et il a vu qu'on essayait de le supprimer. Et bien du coup, la mise en place d'un EDR va permettre d'empêcher le suraccident. Enfin, cette technologie, elle va, à partir des souches ransomware qui sont bien souvent uniques et générées par campagne, et bien en fait, l'EDR, il va générer automatiquement des signatures qu'on appelle des IOC, des indicateurs de compromission, et de cette manière, ça va faciliter à la fois la compréhension de l'incident, mais ça va aussi permettre de partager au sein d'autres technologies, voire avec des partenaires de notre secteur d'activité, les souches qui nous ont affectés, de manière à pouvoir dire, tiens, regarde, moi j'ai ça qui vient de se passer sur mon SI, regarde si tu l'as chez toi, peut-être que l'attaquant il s'est introduit chez toi et il va pas tarder à détonner son ransomware. Du coup, regarde si ces indicateurs de compromission font partie de ton périmètre et si tel est le cas, dépêche-toi de durcir ton système d'information. Et enfin, cette techno, elle va permettre d'accélérer la reprise du service, ce qui est hyper important quand votre activité est bloquée. On peut le voir actuellement dans la presse, les incidents dont on parle actuellement, les systèmes d'information sont cassés, sont rendus indisponibles pendant plusieurs jours, voire bien souvent pendant plusieurs semaines. Et en fait, l'utilisation de cette techno, encore une fois, elle va permettre de dire sur une station, bah tiens, toi, tu vas pouvoir uniquement accéder à telle application métier et tous tes usages Internet, tous tes usages sur l'intranet, etc., je les bloque. Je ne vais t'autoriser que l'usage des applications métiers de manière à pouvoir accélérer la reprise de service et ce, même avant la fin que les investigations des spécialistes, des équipes de réponse à incidents soient terminées. Deuxième axe d'amélioration pour durcir le système d'information, donc on a ce qu'on appelle la surface d'exposition. Qu'est-ce que la surface d'exposition? On a souvent des systèmes, des équipements qui sont exposés de l'Internet, comme votre box Internet en tant que particulier, mais bien souvent, ça va être un firewall, un serveur web au sein d'une entreprise. Et du coup, là, ce support de cours sera mis à disposition, enfin ce support de présentation. Et du coup, l'idée est de vous dire que par l'utilisation, là, je vous donne en fait un cas d'usage, comment un attaquant pourrait identifier quelle est la surface d'exposition d'un système d'information. Eh bien, en fait, il va tout simplement commencer par récupérer ce qu'on appelle le domaine de messagerie. Le domaine de messagerie, c'est ce que vous pouvez lire après le arrobase de l'adresse mail d'une entité. Et à partir de ce domaine de messagerie, en fait, en trois actions qui sont triviales et à la portée de tous, eh bien, en fait, vous pouvez tout simplement faire ce qu'on appelle une recherche en source ouverte, en regardant quels sont les enregistrements DNS associés à ce domaine de messagerie. Donc, en fait, il y a des sites qui vous permettent d'aller soumettre, on va dire, et allez-y, faites-le, allez soumettre votre entreprise, votre entité, votre école, on va dire, sur les outils qui sont évoqués au point 2, 3 et 4, de manière à voir quels sont en fait les services exposés et auxquels les attaquants en fait ont de la visibilité, sur lesquels les attaquants ont de la visibilité. Pardon. Désolé, petite coupure. Et enfin, troisième point, troisième axe d'amélioration, on va dire, qui va permettre de renforcer la sécurité de votre système d'information, limiter les flux réseau. Clairement, bien souvent, l'exfiltration de données, ça va pouvoir être réalisé soit parce qu'on a des firewalls, donc ces équipements, on va dire, qui sont configurés de manière trop permissive et qui laissent partir de l'information, ou alors des proxys web, bien souvent dans de trop nombreuses entreprises, on a un proxy web qui va tout autoriser. En fait, l'idée, c'est de se dire clairement, si j'ai un secteur d'activité sensible sur mes postes de travail ou au moins sur mes populations de serveurs qui sont au sein de l'entreprise et qui hébergent ces données, eh bien, je vais m'assurer que ces serveurs ne peuvent pas accéder directement à l'extérieur. Ils ne sont pas autorisés, on va dire, à accéder à un site ou à un serveur qui serait hébergé, par exemple, en Russie ou en Chine, ou en tout cas sur des populations de serveurs Internet qui sont réputées comme étant utilisées par les attaquants.
Alors du coup, ça c'est la synthèse. Donc du coup, l'idée c'est de garder en tête, il est important face aux campagnes ransomware d'anticiper, d'associer des moyens organisationnels, mais aussi de savoir qu'il existe des solutions technologiques permettant d'empêcher le déploiement d'attaques de type ransomware et de se protéger tout simplement face à ces menaces. Je me tiens à votre disposition pour les questions. Pour cette intervention qui était quand même très très complète. Donc, merci beaucoup. Alors, on a deux questions. Une de Marion Ray. Pouvez-vous nous parler de la Cyber Threat Alliance, votre contribution, les bénéfices apportés à Tetris? Alors du coup, à mon niveau, je pense, enfin, je peux pas communiquer spécifiquement sur la nature des échanges avec cette entité. Tout ce que je peux dire, c'est que en tant que CERT notamment, on travaille donc sur de la CTI, sur des renseignements d'intérêt cyber. Donc nous établissions des partenariats avec différents interlocuteurs, que ce soit des interlocuteurs privés, étatiques, basés en Europe ou dans d'autres pays comme celui évoqué. Et l'idée, ça va être de cette manière de pouvoir continuer, enfin de faire notre veille technologique spécifique à cette menace et d'échanger de l'information de manière à toujours pouvoir, on va dire, être à jour, se tenir à jour sur l'évolution des menaces, sur la surveillance à la fois des groupes d'attaquants, mais aussi des technologies qui sont utilisées. Merci. Et une dernière question pour clôturer ce workshop. En tant que CERT, quels sont les moyens utilisés par Tetris pour trouver des indices de compromission? Il me semble que c'est ça, IOC. L'utilisation de honeypot, c'est-elle en place? Alors, on a plusieurs technologies qui vont permettre de générer des indicateurs de compromission, des IOC, comme ça a été évoqué. Durant cette présentation, donc je l'ai évoqué, il y a la technologie EDR qui directement sur le poste de travail va permettre, sur le poste de travail ou le serveur, va permettre de par sa collecte d'informations, de générer des indicateurs de compromission. On a aussi, par exemple, via nos partenariats, on va récupérer des listes d'indicateurs de compromission. Je vous l'ai évoqué en début de présentation. On a l'ANSSI qui met à disposition des indicateurs de compromission. Et en fait, on va pouvoir de cette manière insérer cette donnée au sein de nos technologies de manière à pouvoir identifier si les menaces qui ont été rendues publiques ou bien sont présentes au sein de vos systèmes d'information. Et enfin, pour la réponse concernant le honeypot, donc en fait, on a à la fois une technologie dite honeypot qui est mise à disposition des clients. En tant que client prospect ou client potentiel, vous pourriez souscrire à une offre où on va mettre des honeypots directement au sein de votre intranet pour pouvoir identifier un attaquant qui voudrait se propager au sein de votre système d'information. Et enfin, côté CERT, nous avons déployé un réseau de honeypots au sein de plusieurs pays européens de manière à collecter de l'information et d'identifier les scans qui sont mis en œuvre par les groupes d'attaquants et qui ont vocation à rechercher des systèmes vulnérables et directement exposés de l'Internet. Merci, Monsieur Delbé, d'avoir pris le temps de répondre aux questions et d'avoir, pour cette intervention qui était quand même très complète et d'avoir accepté notre invitation. Merci Merci beaucoup. beaucoup et bonne journée et bonne continuation. Merci encore. Merci. Merci Audrey. Au revoir.